Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Public, votre rendez-vous de débats, chroniques et reportages. On est ensemble pendant 90 minutes, 2 thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité avec au sommaire de ce 9 avril la déflagration des droits de douane qui s'abat aussi sur les entreprises françaises. Quels secteurs vont souffrir? Pourquoi l'Europe tarde-t-elle à réagir? Faut-il aller négocier directement à Washington comme va le faire l'italienne Giorgia Meloni? Et d'où sortent ces 5 milliards d'euros annoncés par la ministre des Comptes publics pour amortir le choc? Beaucoup de questions à poser à nos invités juste après ces titres. Et puis notre second thème, il est volontairement décalé de l'actualité du jour, direction la Turquie où le président Erdogan a jeté son principal opposant en prison le 19 mars dernier. Il y a un nom pour ce qui se passe depuis hier. Donnons-lui ce nom. Ce qui se passe depuis hier est une tentative de coup d'État, la tentative de coup d'État du 19 mars. 3 semaines plus tard, les manifestations continuent. L'insurrection populaire peut-elle provoquer la chute d'Erdogan? Jusqu'où ira la dérive autocratique du président turc? Comment son influence diplomatique le protège d'éventuelles sanctions internationales? On en débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, cette nouvelle ère de l'économie mondiale dans laquelle nous avons tous basculé à l'aube, 6 heures du matin. Les taxes douanières décrétées par Donald Trump entrent en vigueur. Jérôme Rabier. Pas question pour Donald Trump de reculer. Depuis cette nuit, environ 80 pays voient leurs produits davantage taxés à leur entrée aux États-Unis. Une stratégie que le président américain défend coûte que coûte. Je sais ce que je fais, bon sang, je sais ce que je fais. Et vous savez ce que je fais aussi, c'est pour ça que vous votez pour moi. Entre la Chine et les États-Unis, le ton est encore monté d'un cran aujourd'hui. Face aux taxes à plus de 100% appliquées par les États-Unis, Pékin réplique avec un taux à 84% sur les produits américains. Côté Union européenne, les premières mesures de rétorsion ont été adoptées. En réponse aux taxes sur l'acier et l'aluminium, l'Europe va taxer à 25% des produits comme le soja, la volaille, les motos ou encore les jus d'orange. Et ce n'est qu'une première étape. Nous travaillons avec l'Union européenne sur un deuxième paquet qui non seulement va porter sur les droits de douane, mais sur d'autres sanctions que nous pourrons, ou d'autres droits que nous pourrons imposer en réponse à ce que font les Américains. Cette situation plonge l'Europe et la France dans l'incertitude. Dans l'Hexagone, pour parer à un éventuel ralentissement, des mesures d'économie ont été annoncées. On va réduire de 5 milliards de plus notre dépense que ce que nous pensions faire au départ. Le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait des dépenses qu'on pensait faire qu'on ne va pas faire, qu'il y ait des dépenses qu'on fera plus tard. Il y a aussi des endroits où on va faire plus d'économies pour financer, par exemple, un peu plus d'efforts sur la défense. À la fin, notre but, c'est quoi? C'est de tenir le déficit. Le détail de ces mesures doit être présenté dans les prochains jours, avec l'espoir que le dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis porte ses fruits et que les mesures douanières soient allégées pour moins impacter l'économie européenne et française. La France peut-elle amortir le choc? On en débat tout de suite avec Dominique Carlac. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes membre du conseil exécutif du MEDEF et dirigeante d'entreprise. Erwan Benezet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service économie du Parisien en charge des finances publiques notamment et auteur de ce livre Le Grand Bazar de l'énergie publié chez Artaud. Sylvie Matteli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors et vous publiez avec Hassen Slim ce livre aux éditions Erol, L'économie tout simplement. Et c'est ce que vous faites sur ce plateau aussi. Merci de vulgariser. Michaël Darmon, bonsoir. Michaël, heureux de vous accueillir dans ce rôle d'éditorialiste politique. Vous avez souvent participé à l'émission et c'est une première pour nous. Je suis ravi que vous jouiez ce rôle pendant quelques semaines à nos côtés. Dominique Carlac, le choc des droits de douane, il va se faire rapidement sentir. Je disais en titre, c'était 6 heures du matin cette nuit. Ça veut dire que ça y est, on y est, c'est immédiat? Ouais, c'est immédiat. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des réactions immédiates et puis un peu de réaction d'attentisme. C'est vrai que quand vous êtes dans un secteur qui s'appelle le secteur du cognac, qui a concentre 70 000 emplois sur un département français et que vous voyez les droits de douane s'envoler, vous vous dites est-ce que les Américains vont continuer à consommer même si le prix s'enflamme, ou est-ce que je choisis tout de suite d'accélérer sur de nouveaux débouchés? Donc il y a à la fois la nécessité d'envisager des nouveaux circuits de diversification immédiats
immédiatement, et en même temps une certaine forme d'attentisme, une certaine forme de pragmatisme en se disant ça va négocier, ça va peut-être négocier, et que America First ne veut pas forcément dire America seul, et donc on va voir si c'est œil pour œil, dent pour dent, ou si il va y avoir un terrain d'intelligence. Il y a quand même un peu d'attentisme. Pourquoi ? Parce que on l'a vu en France, on a eu un POC, un Proof of Concept en France il y a quelques mois, avec cette instabilité économique générée par une instabilité politique. Oui, parler de la dissolution, de l'absence de gouvernement, etc. Et la conséquence que l'on a vue sur les agents économiques, c'est-à-dire sur les entreprises, c'est qu'elles ont soulevé le stylo et elles ont dit on va être prudent, on attend, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude dans les voies économiques. Et donc c'est Frédéric Sanchez, le dirigeant de FIV, qui est par ailleurs président de MEDEF International, qui s'occupe justement des exportations dans les entreprises, qui disait est-ce qu'on va continuer à investir aux États-Unis ? Alors ça, c'est une question que je vous poserai un peu plus tard. Parce que justement, si ça change tous les 6 mois, les droits de douane, c'est pas forcément très stabilisant. Effectivement, ça pose la question du patriotisme économique qu'Emmanuel Macron demande aux entreprises françaises. J'y viens dans quelques courtes minutes. Erwan Benezet, est-ce que notre économie est un peu moins exposée que d'autres économies européennes aux risques provoqués par la hausse des droits de douane décrétés par Trump? Ça dépend de nos secteurs, mais sur l'effet, l'impact qu'a ce matin, 6h du matin, il est immédiat, effectivement, pour les importateurs, ceux qui achètent des produits pour les revendre ensuite aux consommateurs français. On me demandait aujourd'hui, mais comment ça va se traduire pour les téléspectateurs? Il faut bien savoir que aujourd'hui, pour l'instant, on peut peut-être encore acheter des produits qui sont stockés. Donc l'impact sur les prix ne va peut-être forcément immédiat. Mais à un moment, les importateurs vont racheter des nouveaux produits sur des nouveaux prix. Et ensuite, de savoir, elles ont en gros 2 choix, soit de réduire leur marge et de ne pas toucher au prix, soit d'augmenter les prix qu'ils vont faire sur le marché. Oui, parce que quand Donald Trump dit je vais faire payer les États, en fait, il fait payer les consommateurs de son pays ou des autres. Que ça soit c'est pas les États qui payent, quoi. Tout à fait. Faut pas se tromper. En France et aux États-Unis, puisqu'il y a des droits qui sont appliqués. Et aux États-Unis, le consommateur va payer l'inflation, car ça ne pourra pas être absorbé, cette augmentation de coûts ne pourra pas être absorbée par les secteurs les plus touchés, aéronautique, automobile, viticulture, cognac, il y en a d'autres. Pharmacie, ça en fait pas mal déjà. Ceux qui vont être impactés probablement par rapport à ce que vous dites, c'est des constructeurs automobiles qui, comme Toyota, ont annoncé le fait que on ne fera pas absorber la hausse des coûts par les consommateurs, donc on va se retourner vers nos fournisseurs, c'est-à-dire vers nos sous-traitants, pour serrer la vis. Oui, avec un effet domino. Sur l'automobile, par exemple, Renault n'exporte pas de voitures, quasiment pas de voitures. On se souvient de la Renault 5 dans les années 70 qui avait été rebaptisée le car aux États-Unis. Il n'y a pas une grande aventure de Renault aux États-Unis. Stellantis, les marques françaises n'exportent pas aux États-Unis. Mais Fiat exporte beaucoup, elles ont des marques, mais Fiat exporte beaucoup. Et pourtant, le secteur de l'automobile parlait d'un choc en France de 10 000 emplois. Je me suis dit 10 000 emplois, c'est beaucoup, on est assez peu liés. Mais en fait, il y a des billards non plus à 3 bandes, mais à 5 ou 7 bandes. Parce que, en fait, c'est souvent les sous-traitants, y compris français, qui vendent, par exemple, aux constructeurs allemands, qui, eux, vont être fortement impactés. Donc, il y a comme ça des effets rebonds qui fait que la France va être impactée, même indirectement. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Sylvie Matteli? C'est une parenthèse, un mauvais moment passé, ou alors c'est la fin du libre-échange qu'on connaît depuis les accords du GATT, depuis 1947, en fait? Alors ça, c'est la vraie question. Et peut-être pour faire comprendre ce qui est en train de se passer et toutes les conséquences que ça peut avoir, pensez aux soldes. Tout le monde sait ce que sont les soldes. Quand on rentre dans un magasin, vous avez 30% de ristourne, 50%, donc vous payez moitié prix si c'est 50%. Là, c'est l'inverse qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire, on ne va pas vous solder, on va vous rajouter. C'est comme si vous rentriez demain dans votre magasin préféré et qu'on vous disait, le pantalon que tu avais vu hier à 50 €, il va coûter 25, 30% plus cher. Ça, c'est ce qui va se passer pour les Américains, par exemple, dont les vêtements viennent souvent d'Asie. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Américains, ils vont sortir du magasin en disant non, à ce tarif-là, j'achète pas de pantalon. Donc c'est ce que vous disiez, c'est le fameux billard à plusieurs bandes, c'est qu'ils ne vont plus acheter de voitures allemandes. Donc les Allemands, les fabricants allemands ne vont plus acheter des pièces à des sous-traitants, et je ne vous parle que des automobiles. Et ça veut dire aussi que les sous-traitants vont à la fois réduire leur production, très probablement, mais aussi leur marge, c'est ce que vous disiez. Donc peut-être
être débauché, vous risquez d'avoir du chômage. Donc ça, c'est l'effet immédiat lié aux droits de douane. Ce qui est en train de se jouer, la question est de savoir, est-ce que ça, c'est l'effet court terme et ça aura des conséquences, un petit peu comme une onde sur un lac, ça aura des conséquences pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que ça va quand même faire douter sur qui est pilote de l'avion américain pendant quelques mois ou quelques années. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'au fond, Donald Trump et son équipe n'envisagent pas ou n'imaginent pas un monde différent, et est-ce qu'on est à l'aube d'une véritable rupture des relations économiques internationales? Moi, je lisais une dépêche, pardon de vous interrompre, il y a quelques minutes, juste avant que l'émission démarre, qui était titrée la guerre mondiale, la guerre commerciale mondiale a commencé. Alors, je ne sais pas si on en est là, mais voilà, on parle de guerre mondiale et de guerre commerciale mondiale. Ça, c'est encore la guerre commerciale. Mais moi, je pense que Trump, il a une vision de l'économie américaine et des économies dans le monde. Il se dit que la globalisation, au fond, ça a mis en compétition les consommateurs, les salariés, les ouvriers américains avec tout le reste de la planète et avec des gens qui ne respectent absolument pas les mêmes règles que les États-Unis, et qu'au fond, on était beaucoup mieux quand on travaillait aux États-Unis, on fabriquait pour le consommateur américain. Enfin, les citoyens américains, ils n'ont pas envie de revenir dans les mines de charbon ou de se mettre derrière des machines à couture pour faire des vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est quand même une des raisons de toutes ces mesures aussi, c'est-à-dire à la fois on revisite les règles du commerce mondial, et on fait effectivement à travers une guerre commerciale, mais aussi on a un programme du candidat Trump en amont de ces décisions qui est on veut réindustrialiser notre pays. Et donc réindustrialiser notre pays, c'est faire passer d'une culture de consommateur à une culture de producteur à nouveau sur le sol américain. Et moi, j'ai été frappée par ce patriotisme dans certaines usines que j'ai visitées, où il y a quand même le gros drapeau américain au milieu de l'usine d'assemblage pour se rappeler qu'on est un pays industriel et on n'est pas simplement un pays consommateur. Michael ? Oui, en fait, ce qui est sidérant, c'est la sidération. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais caché. Ça fait des mois et des mois que ce programme est annoncé. Il y a 2 ans. Et puis il l'a même un peu fait, mais moins violemment, mais lors de son premier mandat. C'était déjà son obsession. Ce qui vraiment m'interpelle, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'analyse en amont et d'alerte en amont de la part de tous les acteurs économiques, analystes, qui ont l'air, au fond, de découvrir avec tout ce qui se passe. Alors, Dominique Carlac et ensuite Erwan Benazir. Parce que ce ne sera même pas de réponse économique. Je ne suis pas sûr que tout le monde pensait que Trump gagnerait. Donc on n'y a pas vraiment prêté attention. Il y a ce premier point, et puis on est habitué au bluff de Trump, c'est-à-dire de faire de la surenchère, y compris dans les annonces, des annonces que finalement dont il ne mettra qu'une partie en branle. Donc il y avait aussi cet effet-là. Sur la réindustrialisation, là, je pense que Donald Trump joue un jeu compliqué, d'abord parce que forcément ça prendrait des années, qu'ensuite... Et en attendant, l'inflation, les Américains vont la subir. Même, ils vont la subir par les droits de douane, mais ils la subiront également si on relocalise des entreprises aux États-Unis, parce que notamment le coût du travail est bien plus élevé. Donc ça va être compliqué. Et puis, en fait, c'est aussi jouer un jeu dangereux de cheval de Troie. Je vous explique. Dans les années 80, il y avait eu des augmentations de droits de douane à l'encontre des fabricants japonais de motos, notamment Yamaha, Honda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, ils ont relocalisé aux États-Unis. Et puis, ils se sont familiarisés avec le marché américain. Et donc, ils ont commencé à vendre sur place des motos japonaises. Et ont fait concurrence à Harley-Davidson. Et donc, finalement, ça a été contre-productif. Alors oui, ça a ramené un petit peu d'emplois, mais ça a fait perdre des parts de marché. Il y a encore plein de thèmes américaines. Allez-y rapidement, je voudrais qu'on parle patriotisme. On a le même exemple en 2017-2019, Trump, qui veut sauver le soldat Boeing, parce qu'ils avaient des problématiques de sécurité dans leur vol. Et donc, il met des droits de douane sur l'aéronautique européenne, moyennant quoi on met des droits de douane en rétorsion, et aujourd'hui on vend 2 fois plus d'Airbus que de Boeing. Alors, patriotisme économique, c'est ce que demande Emmanuel Macron aux entreprises françaises. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut geler les investissements aux États-Unis, Dominique Carlac? Mais en fait, c'est ce que le président de la République a appelé. Et je vous rappelle 2 éléments, un psychologique, un politique. Quand on comprend que ce qui faisait toute l'attractivité des États-Unis, qui était on aide aux investissements, on aide à la recherche, on aide à l'innovation, et on vous dit welcome les entrepreneurs et monter des unités de production, c'était un peu le pays de cocagne. C'était devenu le pays le plus attractif pour implanter des activités industrielles dans une Europe ou dans un pays qui n'était pas business friendly, qui était trop gros
une Europe réglementante. Oui, où, voilà, si on compare les deux espaces, vous dites trop de règlements en Europe et une Amérique qui était attractive. Et moins business-friendly. Oui. Donc effectivement, les entrepreneurs, les entreprises avaient tendance à se dire j'ai des aides et j'ai un climat des affaires extrêmement propice. Le pire du pire, on l'a connu ici pendant plus de 6 mois en France. On a eu une instabilité politique liée à la dissolution. Tout le monde a suspendu ses investissements. Les entreprises étrangères présentes en France se sont dit « Oula, moi je vais peut-être pas investir ce que j'avais prévu d'investir en France, mais plutôt en Europe et aux États-Unis ». Donc elles ont été prudentes face à l'incertitude politique. Il va se passer exactement la même chose avec les États-Unis. C'est-à-dire que l'incertitude politique apportée par Donald Trump fait que les entreprises vont se dire peut-être que l'Europe reste quand même en tête, au moins, j'ai un exemple, c'est CMA-CGM, il y a aussi, je crois, Schneider Electric. Schneider Electric, c'est 700 millions. 700 millions, dont la moitié ont déjà été utilisés. C'est 20 milliards. 20 milliards qui ont été annoncés en mars. Rodolphe Saadé s'est retrouvé dans le bureau le 6 mars dernier, dans le bureau de Donald Trump. Et donc, ils ne font pas marche arrière, là, aujourd'hui. Ah non, c'est pas possible. Alors, pour le coup... alors, il faut bien expliquer, on a parlé entre nous, là. Donc, ils ont annoncé ces milliards d'investissements aux États-Unis après l'élection de Donald Trump, mais... pas pour Schneider Electric, par exemple. Les 700 millions avaient été annoncés dès un Investment Day fin 2023. Ils ont été rappelés là en mars, mais ils ont déjà été entamés. La direction de Schneider Electric rappelle que la moitié a été consommée. Donc dans l'extension d'usines qui sont déjà qui se trouvent aux États-Unis, d'usines de Schneider Electric, pour fournir des composants pour les data centers. C'est très compliqué aujourd'hui d'interrompre à la moitié des dépenses en disant... Même si Emmanuel Macron demande du patriotisme économique. La demande d'Emmanuel Macron derrière, on a cherché aux Parisiens à savoir ce qui se cachait derrière cette demande. Une demande d'un gel pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. En fait, c'est un signal qui devrait être envoyé aux États-Unis. C'est la volonté d'un signal envoyé aux États-Unis pour dire attention, on a aussi les moyens de renverser la table. Et donc de retenir les entreprises, que les entreprises françaises envoient un signal, y compris aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est une demande faite aux entrepreneurs français pour qu'ils ne marchent tous de façon unie et que le message soit un message global, mais que les entreprises ne cherchent pas, parce qu'aujourd'hui, on l'a encore entendu, Donald Trump dit « venez chez nous, venez localiser, vous n'aurez pas de droits de douane sur place, l'énergie est 3 fois moins chère, et en plus, vous n'aurez pas de contraintes environnementales qui nous ennuient, et vous pourrez vous installer très rapidement. » En fait, en gros, ce que demande l'État français, c'est de ne pas céder immédiatement comme ça aux sirènes de Donald Trump. Et donc, vous nous dites, grosso modo, on a le stylo levé et on retarde pour l'instant les décisions. Alors, il y a l'une des infos de ce mercredi, c'est ces 5 milliards d'euros dont la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, a parlé ce matin sur BFM TV. On ne sait pas trop d'où ils sortent. Écoutons-la. Je vous annonce aujourd'hui, comme quand un ménage met de côté de l'argent pour les jours difficiles, je vous annonce que nous nous sommes donné les moyens de mettre 5 milliards de dépenses aujourd'hui, d'efforts supplémentaires, c'est-à-dire des dépenses qui ne vont pas être faites, des dépenses qui vont être repoussées, des dépenses qui vont être réallouées. Et ces 5 milliards d'euros que nous allons donc soit annuler, soit repousser, soit réorienter, c'est notre réponse à un monde instable. C'est la manière de faire face, quoi qu'il arrive, à ce monde instable. Et le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui recevait les acteurs, certains acteurs français de l'économie, disait tout à l'heure l'impact est gérable. D'où sortent ces milliards, Sylvie Matelli ? Expliquer. Oui, c'est intéressant de voir la prudence qui est prise pour expliquer que, attention, on n'est pas en train de faire du quoi qu'il en coûte. Ah oui, elle a sorti, elle répondait sur notre antenne tout à l'heure, elle disait c'est plus le quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il arrive. Voilà, donc a priori... Sauf que j'entends ça, je me dis c'est toujours l'argent magique, quoi, d'une certaine façon, non ? On va voir ce qui va être annoncé ensuite. Vraisemblablement, on va couper ou retarder certaines dépenses pour libérer 5 milliards pour aider les entreprises. Après, il est certain que dans la situation, si vous ne voulez pas entraîner une récession, du chômage, des conséquences dramatiques, ils sont obligés d'aider. Donc il faut annoncer des mesures d'accompagnement pour les secteurs qui seront les plus impactés. On va avoir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est pas de l'argent magique, on va le prendre quelque part. Et c'est là que ça risque de faire un petit peu plus mal. Évidemment, ça va devenir compliqué. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement spécifiquement là-dessus ? Des mesures de soutien ?
Alors, je pense qu'il faut être très pragmatique et se dire, puisque les droits de douane ciblent des secteurs en particulier, des activités en particulier, il faut que nous, de notre côté, on fasse remonter les informations de ça concerne qui, ça impacte qui, et le taux d'exportation de ces secteurs. C'est vrai que quand vous êtes un secteur qui est touché qui est touché par une très forte augmentation de droits de douane et que vous exportez à 90%, il est urgent de s'en occuper en priorité. Donc, on ne va pas forcément demander des mesures générales de quoi qu'il en coûtisme, qui serait l'arrosage d'argent public que l'on n'a pas, mais en revanche des mesures ciblées qui croisent territoire et secteur, ça va être pragmatique pour se dire on aide vraiment ceux qui en ont besoin et qui ne doivent pas passer à la trappe. Ça, c'est ce que vous plaidez au ministère de l'économie. On n'a pas encore élaboré de plan d'action ou de doctrine, mais c'est ce qui remonte, puisque comme c'est la réponse à apporter à des choses ciblées, eh bien nous aussi, il faut qu'on cible les accompagnements. Oui. Erwan ? Pour savoir ce que peut demander l'entrepreneuriat à l'État, il faut se poser la question de ce que l'État peut offrir. Et malheureusement, aujourd'hui, je serais tenté de dire pas grand-chose parce que... On n'est pas l'Allemagne qui sort 1000 milliards d'euros d'investissement. Exactement. Et la marge budgétaire française n'est pas celle, ce que vous dites, n'est pas du tout celle de la marge budgétaire allemande. Ouais. Et donc... Le seul espoir, c'est qu'on va avoir un petit peu moins l'Europe sur le dos et qu'on va peut-être pas laisser refiler le déficit, mais en tout cas revoir les objectifs de réduction du déficit en ayant un peu moins peur des fourches codines de l'Allemagne. Mais sinon, les marges de manœuvre, alors il y a peut-être un petit peu de simplification, il y a une loi qui est à l'étude. La commande publique aussi, qui est accélérée si on veut faire... La commande publique demande des moyens. Voilà, oui, c'est ça, mais du coup, c'est des marges de manœuvre Parce que derrière, évidemment, moi j'imagine certains téléspectateurs et téléspectatrices, il y a encore des cadeaux aux entreprises, derrière il y a des emplois. Oui, c'est pas des cadeaux aux entreprises. En fait, moi je discutais avec un industriel allemand la semaine dernière qui me dit, si tu viens en Allemagne, tu vas te rendre compte que c'est open bar, c'est-à-dire que et il a utilisé cette expression, c'est-à-dire que l'État allemand va vraiment très fortement soutenir ces entreprises. Donc il ne faudrait pas qu'on crée une trop forte distorsion au sein de l'Union européenne entre les pays membres. Voilà. Il y a un point important sur lequel le gouvernement, alors pas vraiment à court terme, mais à moyen ou long terme, peut apporter une aide, c'est sur la diversification des marchés. Ça va prendre du temps. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un marché américain qui est très important, qui se ferme au moins en partie, pendant un certain temps. Vers quel marché on se tourne ? Et là, le gouvernement français peut accompagner les entreprises pour aller à la conquête de nouveaux marchés. Alors ça, on va en parler un peu plus tard, parce que je trouve qu'il y a la question notamment du Mercosur, cet accord avec les pays sud-américains. Je trouve que le contexte depuis quelques jours... amène à se poser quelques questions. Mais je voudrais qu'on parle de la réponse européenne maintenant. On va ouvrir ce chapitre et je commence avec vous, Sylvie Mattei, parce qu'elle est quand même lente. Là, on a aujourd'hui le vote de la réplique à la hausse de 25% sur l'acier et l'aluminium qui date d'il y a presque un mois. Bon, on peut se dire quoi ? C'est un signe de prudence en des temps incertains ou c'est un signe de division interne, cette lenteur ? Ça peut être les deux. Je pense que c'est un signe de prudence. C'est-à-dire, le marché américain, c'est le premier marché hors Europe. Donc, bien évidemment, on a beaucoup à perdre, et certains pays encore plus que d'autres, mais on a beaucoup à perdre, à mal réagir. Parallèlement, sur les droits de douane, ce que nous reproche Donald Trump à juste titre, c'est que sur les marchandises, on réalise un excédent, même si avec les services, ça se rééquilibre et que son reproche est un peu contestable, mais en fait, il voit ça. Et donc aujourd'hui, il a imposé des droits de douane, évidemment, sur les marchandises. Et si on veut répondre en œil pour œil, dent pour dent, on serait quasiment obligé de taxer à 30 ou 40% les produits américains. Et ça fait très très mal avec le risque. Vous avez vu le précédent chinois et on veut absolument éviter ça. Le risque, c'est une escalade. Et qu'on arrive à du 100% et là on aurait voulu être fort, mais on aurait perdu à ce jeu-là. Parce que quand on dit les services, c'est quoi ? Les services, c'est en particulier les services numériques et le digital. Mais comment vous mettez des droits de douane sur du service numérique ? À chaque fois que vous vous connectez sur Google, c'est pas forcément répertorié, c'est pas forcément. Donc on a d'autres instruments
à disposition, en particulier l'instrument anti-coercition, qui peut permettre de prendre d'autres mesures. On parlait des marchés publics tout à l'heure, de rendre plus compliqué l'accès aux marchés publics pour les produits américains. Et auquel cas, ça c'est doublement intéressant, puisque ça permet aux produits européens et français, par exemple, d'accéder à ces marchés publics, de prendre la place des Américains. Donc on réfléchit aussi à tous ces instruments. L'enjeu, c'est de prendre son temps pour ne pas faire n'importe quoi et pour faire mal aux États-Unis en faisant le moins mal possible aux intérêts européens. Et ça prend du temps, ça demande de réfléchir. Vous dites plutôt que c'est un bon signe de ne pas se précipiter dans la riposte. Avec un Donald Trump, évidemment, qui souhaite que chaque pays, européen, mais pas seulement, que chaque pays joue sa carte. C'est ce qu'il a dit, Donald Trump, avec son langage, on va dire, fleuri. Voilà. Ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Voilà, il y a des jours sympathiques dans une vie de journaliste. C'est le jour où on double Donald Trump avec ces mots-là, par exemple, parce que ça arrive assez souvent. Bon, allez, on peut quand même un peu rigoler. On va sortir du langage de Trump, mais se poser la question, effectivement, de cette tentation d'aller négocier directement à Washington. Michael, je me tourne vers vous, parce que c'est exactement ce que va faire Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Elle va aller plaider la cause de son pays. Pourquoi ? Parce que son slogan, c'est MAGA, c'est-à-dire Meloni, Alone, Great, Always. Voilà. Donc, plus sérieusement, en fait. C'est ce que cherche exactement Trump, des négociations bilatérales, pays par pays, on vient de le dire, pour obtenir un bon deal. Et au passage, s'il peut fracturer cette Union européenne qu'il déteste, c'est encore mieux. Et celle qu'il est dans cette opération cheval de Troie, en quelque sorte, c'est Giorgia Meloni, pour laquelle Trump a toujours eu des mots pour le moins aimables. Il faut dire aussi que de son côté, la dirigeante italienne, très libérale, pro-atlantiste, comme on la connaît, n'a pas lésiné sur les compliments au sujet de Trump. Donc Meloni est un atout considérable pour le président américain, car l'Italie, c'est un relais important pour lui en Europe, et elle dispute, elle de son côté aussi, le leadership européen à ses partenaires français et allemands. Alors on l'a bien compris, il y a des convergences idéologiques, des affinités entre les deux dirigeants. Elle joue quand même assez gros. Ah oui, parce qu'avec une taxe de 20% sur les produits importés de l'Union européenne, les tarifs douaniers, ils ont aussi un lourd impact sur le Made in Italy. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a rencontré les principaux acteurs hier pour tenter de les rassurer. Avant l'arrivée de Trump 2, c'était 1,79. Les droits de douane. Donc vous imaginez, le bon, c'est donc la panique, puisque c'est quand même le 3e pays exportateur de l'Union européenne vers les États-Unis, après donc l'Allemagne et l'Irlande. Donc elle va tenter d'éviter cette guerre commerciale et au passage, elle va renforcer sa situation intérieure, parce que figurez-vous qu'elle a une popularité qui se renforce au fur et à mesure qu'elle est là. Ça défie toutes les lois de la politique. Plus elle dure, plus elle est populaire et son gouvernement est en train de battre tous les records. Il y a quand même un peu de popularité, il y a quand même un peu de tension. Ah bien entendu, parce que justement, ça attise au sein de sa propre coalition les jalousies, les embuscades se préparent, notamment avec Salvini. Donc il est important pour elle de se montrer aux côtés du président américain pour continuer à la fois à défendre les fleurons de son économie et renforcer sa propre situation politique. Et c'est la raison pour laquelle elle va s'apprêter à tenter d'aller éviter la semaine prochaine une guerre commerciale avec un principe directeur: Italia First. Italia First. C'est effectivement, Erwan Benezet, je vois que vous vouliez prendre la parole, l'un des pays d'Europe qui a le plus à perdre, l'Italie, aujourd'hui ? Alors, parce que c'est un pays exportateur. Oui, et c'est un pays industrialisé aussi. On le sait pas forcément, mais c'est un pays qui a une industrie forte. Elle était persuadée qu'elle bénéficierait d'exemptions, se disait proche de Donald Trump, et donc elle pensait qu'elle serait un petit peu un cas à part, un peu comme les Britanniques à 10%. Exactement. Donc elle espérait avoir ce taux minimum de 10%. Mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Alors, les paris sont ouverts. Moi, je pense, qu'est-ce qu'elle va obtenir ? Et je vous réponds rien du tout. Pourquoi ? 1957, c'est le marché commun. Et aujourd'hui, ces négociations se font au niveau fédéral. Et il faut une majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'un État, 65% de la représentation. Non, elle ne peut pas négocier toute seule. Donc qu'est-ce qu'elle va chercher jeudi prochain ? Une belle photo, comme celle-ci. Et c'est tout ce qu'elle obtiendra au mieux. Mais elle ne pourra pas obtenir d'être exemptée par rapport ou de pouvoir négocier de façon unitaire des droits de douane qui seraient plus faibles. Ça veut dire, Dominique Carla, qu'il ne faut pas qu'Emmanuel Macron aille à Washington ou alors il faut qu'il y aille avec d'autres dirigeants européens. C'est d'autres buts de guerre, en fait, au sein des 27
G27, on voit bien qu'il y a des gens qui sont très exigeants, voire agressifs, et c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, qui eux cherchent vraiment à se dire on répond assez fermement et suffisamment fermement pour pas que la corde se casse, mais néanmoins on montre une certaine fermeté. Et puis effectivement des gens qui, pour des raisons aussi de politique intérieure, comme vous l'avez rappelé, vont vouloir faire ami-ami avec les États-Unis. Mais en effet, structurellement, personne ne pourra négocier quelque chose. Donc chacun va y aller pour adoucir ou renforcer le discours européen lui-même. Et c'est là que c'est un petit peu dangereux si la tournée s'opère, parce que ça montre finalement le fractionnement de l'Europe. S'il y a la moitié des pays d'Europe ou des chefs d'État européens qui défilent à Washington, effectivement, Trump a gagné. Même si c'est symbolique, mais en fait c'est ça, je pense qu'on ferait mieux de passer plus de temps à discuter, à défragmenter notre propre marché européen, parce qu'en calculant tout à l'heure, vous parliez de qu'est-ce que c'est que les services et qu'est-ce que c'est que les biens manufacturiers. Quand on regarde les freins à des barrières non douanières, non tarifaires qu'il y a entre les États membres de l'Europe, alors qu'on est un marché on arrive à de 450 millions de consommateurs, on arrive à du 45% d'équivalent droit de douane pour les biens manufacturiers et 110% entre pays d'Europe et 110% pour les services. Donc défragmentons l'Europe. De ma chaise en entendant ça, Michael. Ça veut dire tout simplement, on se pose la question, est-ce que l'Europe a la bonne réponse en fait, par rapport à ce que vous dites, aller demander, riposter vis-à-vis du marché américain? C'est le fameux European Buy Act. Faisons un European Buy Act, enfin faisons-le raisonnablement pour se dire on a 450 millions de consommateurs et on a beaucoup de pays industriels en Europe. Donc ça existe, on pourrait parler d'une préférence européenne, Sylvie Matelli. Elle existe, mais il faut la booster, elle est faiblarde. Il y a quand même ce marché intérieur qui est un marché unique dans beaucoup de cas et sur beaucoup de secteurs et où les affaires se font beaucoup plus facilement que quand on sort du marché unique. Par contre, vous avez raison, dans un certain nombre de domaines, et ça a été pointé par le rapport d'Enrico Letta au mois d'avril l'an dernier, il y a encore un certain nombre de secteurs où le marché reste très fragmenté. Il avait cité le marché financier, avec les conséquences, c'est que toute une partie de l'épargne européenne part s'investir dans les bons du Trésor aux États-Unis et qu'on pourrait, avec un marché mieux intégré, un marché financier mieux intégré, on pourrait capter cette épargne-là et finalement financer tous les investissements et les soutiens aux entreprises et aux secteurs d'activité et même aux consommateurs face aux conséquences de la politique de la guerre commerciale de Donald Trump. Il y a l'énergie et la question de l'énergie et on sait, là c'est le rapport de Mario Draghi qui a montré qu'une grosse part de la perte de compétitivité et du décrochage de l'économie européenne est liée à des prix de l'énergie qui sont bien trop élevés. Donc défragmenter le marché de l'énergie, continuer dans la voie de l'investissement vers des énergies alternatives aux fossiles, puisqu'on aurait des énergies locales. Enfin, il y a tout un diagnostic qui a été porté l'an passé, ça tombe bien, c'était suffisamment dans l'avance. On sait exactement ce qu'il faut. Il faut investir, il faut défragmenter, faire plus d'intégration. Donc on a tout un ensemble d'atouts pour répondre à ce qui est en train de se passer. Ça peut même être une opportunité. Ça peut même être une opportunité parce qu'encore une fois, les Chinois sont en train de saisir un certain nombre d'opportunités, mais je pense qu'en alternative au rêve américain, le rêve européen est peut-être plus crédible que le rêve chinois. Donc ça peut être une opportunité, mais on est en train de dire quoi? Ça peut être une opportunité si on joue la carte de l'Europe et de l'intégration en réalité. Erwan Benezet, vous vouliez intervenir? Le point fort de l'Europe, tout à l'heure vous demandiez s'il y allait avoir un basculement du monde, si on vivait en fait, si le monde est en train de vivre le premier jour du reste de sa vie. Et la réponse est sans doute oui, parce que quoi qu'il arrive pour Donald Trump, il y a quelque chose sans doute que les États-Unis ont perdu, c'est la confiance. La confiance dans les marchés, dans les investissements. Et donc, vous avez eu, je crois, au téléphone, vous avez échangé avec Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce. De l'OMC, qui était aussi commissaire européen au commerce. Bien sûr, qu'est-ce qu'il dit de cette tempête, lui? Alors, il dit qu'il faut quand même raison garder, mais il craint quand même qu'au-delà de cette guerre commerciale, il y ait une guerre idéologique, notamment sur la démocratie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'en prend à l'OMS, à l'OMC, qui déteste l'ONU, l'OTAN. Et l'Europe. Et l'Europe. Et l'Europe et ses règles. C'est très guerre froide, à nouveau, mais en format un peu chaud. Tout à l'heure, on se posait la question de la lenteur de l'Europe. Soit l'Europe
l'Europe joue le même jeu un peu fou où Donald Trump ne respecte plus les règles du commerce mondial, ou alors on fait de l'Europe une sorte de zone de stabilité. Et une zone de stabilité, ça veut dire respecter les règles. Et respecter les règles, c'est ne pas prendre des décisions. Même si les autres ne les respectent pas. Même si, entre nous déjà. C'est dangereux à court terme, mais peut-être que c'est ce qui fera ce qui nous sauvera à long terme. On parle du Mercosur dans un instant. Michael Darmon. J'ai une question aussi. Comment se prépare-t-on au fait que par ricochet, des produits chinois peuvent déferler? Alors, la question est... alors, on va parler du Mercosur plus tard. Et puisque vous ouvrez le chapitre, il n'y a aucun problème, Michael. Moi, je vous suis. On avait prévu deux sons qui sont très intéressants. On va illustrer ce bras de fer. On pourrait même dire escalade entre les États-Unis et la Chine. Et donc, on va enchaîner, et je suis sûr qu'en régie, vous allez me suivre, un son de Donald Trump et ensuite un son du porte-parole chinois du ministère des Affaires étrangères. Vous me faites signe quand vous êtes prêts. Est-ce que c'est bon? Oui, on peut y aller. Donc, on écoute d'abord Donald Trump. Des droits de douane supplémentaires de 104% sur les biens chinois entreront en vigueur à minuit ce soir. Ce sera comme ça jusqu'à ce qu'ils passent un accord avec nous. Je pense qu'ils passeront un accord à un moment. La Chine le fera. Ils veulent passer un accord, ils le veulent vraiment. Ils veulent passer un accord. Ils ne savent simplement pas par où commencer car ils sont un peuple fier. Et voici l'un des représentants de ce peuple fier, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le droit légitime au développement du peuple chinois est inaliénable et la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine sont inviolables. Nous continuerons à prendre des mesures fermes et vigoureuses pour sauvegarder nos droits et intérêts légitimes. Et donc, Michael, je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur le risque lié à cette escalade américaine? Par effet de ricochet, puisque les produits chinois vont trouver porte close aux États-Unis, ils vont immédiatement se retourner. Enfin, j'en ai l'intuition. Alors, votre avis là-dessus? Ce qu'on peut imaginer, c'est vers l'Europe. Alors, que va-t-il se passer? C'est la grande peur, parce qu'effectivement, la rupture est consommée entre la Chine et les États-Unis. Donc, les Chinois ont dit la semaine prochaine, les portes de la Chine n'ont jamais été aussi ouvertes. D'abord, donc ça, ils se sont adressés au monde entier. Ensuite, ils sont en train d'essayer de dealer avec tous les 14 pays limitrophes autour d'eux à travers l'ASEAN. Donc là, ils vont essayer de refaire un petit peu de commerce local et continental. Mais effectivement, il ne faudrait pas qu'on soit les idiots du village en Europe et qu'on soit le déversoir des pays touchés par des capacités de production très importantes, voire de surproduction, en fait, de surcapacité de production, avec un marché intérieur assez calme, qui s'est même... En Chine. Oui, c'est vrai que la consommation n'est pas au sommet. Et avec d'autres pays touchés directement par les droits de douane, puisque le Bangladesh, le Cambodge, le Vietnam sont très fortement impactés par ces droits de douane. Et eux aussi vont avoir la tentation d'avoir des déversoirs vers l'Europe. Vous disiez, ne soyons pas les idiots du village. Malheureusement, il y a un bon exemple à Juan Benezet, c'est les panneaux photovoltaïques. On peut en 2015, il était déjà question de droits de douane. Annuler des droits de douane qui existaient à l'entrée des panneaux photovoltaïques chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus aucun producteur de panneaux chinois. Il y a quelques assembleurs de panneaux européens, de panneaux photovoltaïques européens. Il n'y en a plus. Il y a quelques assembleurs, c'est-à-dire qu'ils achètent des cellules chinoises, qu'ils assemblent ici sur place et qu'ils revendent. Donc il y a un boom des panneaux photovoltaïques en France aujourd'hui, mais c'est des panneaux chinois à 98%. Voilà, ce sont des panneaux. Et en même temps, si on réinstaurait des droits de douane sur ces panneaux-là, puisqu'on ne peut pas les produire, on n'aurait plus de panneaux et donc on ne pourrait pas atteindre les objectifs de production photovoltaïque. Donc on est pris au piège. Et actuellement, il y a un autre exemple, c'est la voiture électrique. Là, on est en plein dedans. Bien sûr. La voiture électrique, on craint une concurrence de la voiture électrique chinoise. Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à cette concurrence? Alors là, on avait des arguments sur les subventions chinoises, mais on a mis des droits de douane. Donc il y a aussi l'Europe répond aussi à ces. Alors l'argument, c'était de dire que il y avait un déséquilibre lié aux subventions chinoises. Mais là encore. On craint des produits chinois qui arrivent et pour lesquels on ne puisse pas rivaliser. Il y a quand même un élément, c'est que les Chinois détiennent une bonne partie de la dette américaine, Sylvie Matellier. Est-ce qu'il n'y a pas là un levier pour calmer Donald Trump quand même? Il semblerait qu'il se pose ce genre de questions, effectivement. Alors, est-ce qu'ils calmeront Donald Trump? J'en sais rien, mais ils peuvent lui faire très très mal en se retirant et en refusant de financer la dette. Pour rebondir sur ce que vous disiez, le cas des panneaux solaires, c'est le cas d'école. On l'entend à chaque fois qu'on parle de ces sujets, etc. Je
crois qu'avec les voitures électriques, justement, on a commencé à se questionner et à prendre la mesure des choses. Il y a un autre élément qu'il faudra mettre dans la balance aussi avec les Chinois, parce que ils ont intérêt à négocier avec nous et à accepter de négocier avec nous. C'est qu'on le disait à l'instant, ils n'arrivent pas à stimuler leur marché intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de système de protection sociale, parce qu'il n'y a pas de système de redistribution, pas de retraite. Et la population est en train de vieillir. On est très très loin du modèle social français, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc il y a peut-être aussi des choses à négocier de ce côté-là. C'est-à-dire, au fond, la concurrence déloyale que nous font les Chinois, elle est liée à des subventions, mais elle est aussi liée au fait qu'ils surproduisent pour exporter massivement. Allez, il nous reste 3-4 minutes pour le Mercosur, parce que je n'oublie pas, j'essaye de tenir mes promesses, faire l'un des ferments de division au sein de l'Union européenne, cet accord de libre-échange avec les pays sud-américains. La France maintient son opposition. Dominique Carlec, est-ce que c'est pas au contraire le moment de signer cet accord, même si ça va impacter quelques filières agricoles françaises? Alors, c'est le moment de ne pas se laisser enfermer et être pieds et poings liés avec les menaces de M. Trump. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher de nouvelles alliances, parce que ce n'est pas parce que c'est la fin de la mondialisation heureuse que c'est la fin du libre-échange. Donc, il faut choisir des alliés. Donc, on a accueilli M. Modi. On a accueilli en première visite internationale. Voilà, on a accueilli en première visite internationale le nouveau Premier ministre canadien, et donc ça réouvre le sujet du CETA. Et effectivement, CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada. Et effectivement, on va probablement rouvrir de manière peut-être moins dramatique le sujet du Mercosur, parce que c'est quand même des marchés aussi considérables, et que peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, on va peut-être traiter des points, des virgules, des exceptions, mais que globalement, il faudra travailler avec des zones amies. Et puis accessoirement, la France qui se cherchait des alliés pour bloquer l'accord, elle en trouve de moins en moins au niveau européen. On peut imaginer, Sylvie Matelli, signer cet accord et aider les filières agricoles qui vont en souffrir, parce que toutes les filières agricoles ne vont pas en souffrir. Signer cet accord. Oui, il est signé européen, mais je veux dire, au niveau français, arrêtez de vouloir le bloquer. La seule possibilité qu'avaient les Français de le bloquer, c'est d'aller se trouver des alliés pour constituer une minorité de blocage et pouvoir le bloquer. Je pense que ça va être très 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 compliqué. Mais on posait tout à l'heure la question de dire mais tout était annoncé, comment se fait-il qu'on s'est laissé surprendre? C'était pareil pour le Mercosur. Je me souviens d'un plateau où j'étais à peu près à la même place et on disait à peu près la même chose, en disant Donald Trump vient d'être élu, dans quelques mois on sera content d'avoir des accords, cet accord-là, quitte à aider effectivement les filières. Pourquoi la France s'obstine? Alors là aussi, il y avait peut-être des raisons de politique intérieure. Non, mais là, il y aura un double. À chaque époque, son libre-échange. Je pense que là, on va choisir ses amis, on va choisir ses ennemis. Voilà, tout simplement. Il y a un autre point, c'est qu'à l'époque, vous le disiez tout à l'heure, on avait peur que ça affaiblisse certaines filières. Sauf que là, c'est plus quelques filières, même si c'est important. C'est un nombre bien plus important de filières qui vont être affaiblies, voire disparaître. Par les droits de douane. Par les droits de douane. Et donc, il faut leur trouver de nouveaux débouchés. Exactement. C'est ce que je comprends. Et c'est là où ça, effectivement, change la donne avec le Mercosur, ou avec la vision qu'on peut avoir des traités de libre-échange. Et ça revient vraiment à cet objectif très important qui va être d'aller chercher de nouveaux marchés. Un dernier mot, Sylvie Matelli, pour conclure. Il y avait une crainte, et ça a été contesté par beaucoup, alors qu'en réalité, ça y est, dans l'accord du Mercosur, il y a le fait que tous les pays qui signent l'accord du Mercosur sont dans les accords de Paris. Et on a la crainte aujourd'hui, et on suit de près les déclarations de Javier Milei, le président argentin, parce que si pour le coup, il sort de l'accord de Paris, on ne peut plus signer le Mercosur. Ou en tout cas, il devient caduc. Sachant que les États-Unis, eux, sont sortis de l'accord de Paris. Oui, ça c'est sûr, notamment lors du premier mandat de Donald Trump. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Sylvie Matelli, votre livre « L'économie tout simplement » publié aux éditions Erol. Et puis Erwan Benezet, « Le grand bazar de l'énergie » aux éditions Artaud. Je vous dis à très bientôt sur Public Sénat.